Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque jeudi, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Oui, bonjour, mais c'est sans le chien, alors je suis Oui, extrêmement atteint. oui. Alors effectivement, on n'a pas le chien, donc je sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui parce que d'habitude c'est Oui, quand parce même que le plus d'habitude, gros on parle de lui contributeur. quand même. Ouais. Enfin bref, Enfin voilà, on va essayer quand même de faire le maximum possible sans le chien. voilà. On va Le chien, c'est le essayer. meilleur de l'homme quand même, hein. Voilà, on va essayer d'être quand même au niveau. Voilà. C'est pas dit qu'on le soit. Alors cette semaine, je voudrais un peu éviter de parler du conflit israélo-palestinien, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à redire qu'on n'a pas déjà dites Ou que avant. quelqu'un n'a pas dit et que... Non, vous avez raison. Il y a Voilà. des moments où il faut savoir se réfugier dans un... Non pas dans un silence complice, mais dans un silence qui permet peut-être de réfléchir. Oui, c'est ça, ne pas trop s'avancer. Enfin, de toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments supplémentaires par Bah rapport non, à avant, donc on n'a pas vraiment d'autres choses à dire que ce qu'on a déjà dit. Donc on sait que ça se passe mal, mais voilà. quoi de neuf docteur, quoi. C'est ça, Code 9 Docteur. L'offensive israélienne a A commencé, mais enfin bon, pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations non plus là-dessus. Non. Donc voilà, on attendra une semaine supplémentaire au minimum avant de s'exprimer de nouveau là-dessus. Donc je voudrais prendre un petit peu plus de recul par rapport Et je voudrais à faire une d'autres remarque choses. là, vous savez, on en parlait un petit peu de ça depuis quelques semaines, bien sûr, même beaucoup. Et il y a quelque chose de très surprenant qui m'arrive, c'est que, bon, je suis le Moyen-Orient, j'y suis né, j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'ai lu les bons auteurs, y compris les mauvais d'ailleurs. J'ai lu des tas de choses dessus. Et il y a des gens font des commentaires sur les émissions qu'on a fait. Oui, Je trouve tout à fait stupéfiant. Il y a des commentaires qui nous disent, ben, vous essayez honnêtement de présenter les choses, vous pouvez vous tromper, mais enfin, c'est pas grave. Et il y en a tout un tas d'autres qui me disent, taisez-vous, vous n'y connaissez rien. oui, Et donc, je ne sais pas qui sont ces gens qui me disent taisez-vous, vous n'y connaissez rien, mais c'est pas des gens que j'ai tellement à avoir envie comme auditeur ou comme parce que dire à quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de comprendre ce qui se passait un peu dans le monde, c'est possible que je connaissais rien, mais en attendant, en me disant ça, ils ne me convainquent pas de leur savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Ça ressemble à une parole de quelqu'un de particulièrement idiot. ouais. Donc, si ça vous plaît pas ce qu'on écoute, ce qu'on dit ici, personne ne vous oblige à écouter. Oui, tout à fait, effectivement. Ouais. Et surtout, vous n'avez pas besoin de nous écrire, surtout. Ouais. Oui, oui, et puis après, on peut tout à fait manifester un Donc, désaccord. je dis pas, je sais pas de quel côté ils viennent, hein, mais je veux Ouais. dire à quelqu'un, taisez-vous, vous n'y connaissez rien, alors que je peux discuter avec des bons spécialistes du sujet, parce que j'ai beaucoup lu dessus. Je sais pas, enfin, je trouve ça extraordinaire comme façon de réfléchir. Enfin, on en parle quand même, vous voyez ce que je veux Oui. dire, mais c'est la réaction à ce que j'essaye de dire. J'essaye d'être honnête intellectuellement. On me dit, taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Ben, je dis, je vais vous mettre un grand coup dans la gueule, comme ça. Non, et puis, comment dire, moi je veux bien accepter d'avoir tort sur plein de choses, mais après. Je veux qu'on me le montre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un argumentaire à dévoiler derrière, et effectivement, ça me paraît pas très intelligent comme commentaire de Ça dire. me paraît le fait d'un crétin. Oui. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de toute autre chose. Je Voilà. voudrais parler un petit peu du Auquel je connais Venezuela. rien non plus, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc ça m'énerve pas. Exactement. De toute façon, quel que soit le sujet, il y aura forcément des gens pour vous dire que vous n'y connaissez rien, hein, même si vous Voilà. parlez de vous-même parfois. Et, Alors, vous je êtes, suis certain qu'ils n'y connaissent rien. ouais. Donc oui, je voudrais parler d'un pays d'Amérique du Sud, le Venezuela. Je voudrais qu'on parle un petit peu du Venezuela parce que en Le fait, favori de Mélenchon? exactement, c'est un pays qu'affectionne énormément Mélenchon, tout comme Cuba d'ailleurs, parce qu'en fait, alors est-ce que vous connaissez bien le Venezuela, Je connais l'histoire. C'était un des pays les plus riches du monde. Mon Ouais. oncle, le frère de ma mère, il avait travaillé dans les sociétés pétrolières dans les années 40 et 50 où il avait fait des tas de découvertes pétrolières. C'est les plus grandes réserves pétrolières du monde, en particulier dans les schistes bitumineux qui sont difficiles à transformer en pétrole. Et c'est un pays qui était, je crois, le deuxième ou le troisième niveau de vie du monde dans les années 48-50 et qui est maintenant 3 dollars par jour, c'est un salaire par mois, c'est un salaire élevé. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui a été ruiné par ce que j'appelle le codisme imbécile sud-américain, c'est-à-dire vous mettez un général avec ou un colonel ou un capitaine d'ailleurs, c'est pas d'importance, avec un béret rouge,
et qui vous explique que il va gérer l'économie comme il faut et que il est de gauche, et à ce moment-là, les Mélenchon de ce monde, le monde emboîte le pas, et il peut faire ânerie sur ânerie, mais à la fin, je crois qu'il y a 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté pour aller au Pérou, pour aller dans le pays d'à côté. Oui, un peu partout, oui, en tout cas plus d'un million et demi, ça certainement, ouais. Peut-être. Donc, comme toujours, la gauche, surtout si elle porte un béret rouge de para, c'est terrifiant pour la stabilité du pays, c'est terrifiant, quoi. Ouais, parce que alors effectivement, dans ce pays, pendant les années 2000 et au début des années 2010, ils avaient un président qui s'appelait Chavez. Oui, qui était le roi des crétins. Voilà, mais alors. Qui l'a montré d'ailleurs. Oui. Qui a fait des fautes, qui a truqué les élections, enfin qui a fait tout ce qu'il fallait. Oui, voilà. Et alors en fait, c'est assez curieux parce que Chavez, il a quand même une bonne réputation dans le pays, mais les conséquences économiques qui ont suivi, en fait, elles se sont surtout manifestées après la fin de son mandat. Ça a été des conséquences comment dire, des privatisations pour toutes les entreprises, non pas de privatisation, pardon, de nationalisation de toutes les entreprises pétrolières, etc. Le pétrole étant extrêmement important pour le Venezuela puisque c'est 90% des exportations, ouais. Ça représente 50% du budget de l'État. Donc en fait, à partir de 2013-2014, quand le prix du pétrole commence en fait à s'effondrer, à faire moins 70%, derrière ça enclenche forcément une énorme crise du budget de l'État, des déficits, des endettements, etc. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il, si je me souviens, c'est exact, hein, il avait nationalisé tout le secteur pétrolier. Et sans indemniser les gars, les propriétaires, qui étaient d'ailleurs, je crois, des sociétés américaines, beaucoup. Du coup, les sociétés américaines ont mis une espèce d'embargo sur ce qui était autrefois leur filiale. Et il n'a plus pu acheter de pièces détachées, puis ils n'avaient plus de spécialistes, puisque les spécialistes qui s'occupaient de faire tourner les champs pétrolifères, c'était des Américains ou des employés de ces gars-là qui sont partis vivre en Floride. Et donc, il s'est retrouvé d'un seul coup avec tous ces champs pétrolifères dont la quantité s'est écrasée, quoi. Il ne produisait plus rien. Et en plus de ça, les prix sont effondrés. Ouais. Donc, si vous nationalisez un truc et que vous ne pouvez pas acheter de pièces détachées, en principe, ça ne dure pas longtemps, quoi. Ouais. Effectivement, alors encore aujourd'hui, on a des problèmes, en fait, d'entretien, notamment de toute la machinerie qui en fait récolte le pétrole. Maintenant, 30 ans d'âge, en plus, on doit même plus les faire, quoi. C'est ça, du coup, il y a pas en fait, comme il y aurait dans une entreprise privée qui serait obligée de survivre, en fait, il n'y a pas d'investissement là-dedans, où il n'y a pas de rachat, de remplacement d'une entreprise qui marcherait mieux qu'une autre. Et du coup, eh bien, tout ça s'effondre jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a aussi un phénomène de surinflation, où en fait, eh bien, tous les prix des produits en fait ne reflètent pas en fait le prix de la production de cette unité-là, mais le prix de la production de l'unité que ça pourrait représenter en fait dans 6 mois, dans 1 an. Comme on a beaucoup dans le pétrole d'ailleurs, des prix qui sont ajustés par rapport à ce que ça pourrait être dans le futur. Et donc évidemment, derrière, ça a une répercussion sur absolument tout le reste de l'économie, et ça amène derrière à des degrés d'inflation qu'on connaît rarement. C'est-à-dire que à 100%, 200%. 100%, 200%, même plus d'1 million de pourcents pour l'année 2018, ça c'était vraiment le maximum. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ils pensent comme beaucoup de crétins de gauche ou de droite d'ailleurs, parce qu'il y a des crétins aussi bien à droite, qu'on peut remplacer la création de valeur par la création de monnaie. Ça marche pas. C'est pas parce que vous tournez la planche à billets que vous avez créé des choses que vous allez pouvoir acheter avec ces billets. Donc ils ont fait marcher la planche à billets comme des malades. Et ils se retrouvent maintenant avec plein de billets et toujours rien à acheter. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez vaut le coût du billet quand ça se passe là ? Quand vous avez plein de billets et qu'il n'y a rien à acheter avec, qu'est-ce que ça vaut le billet ? Rien. Voilà. Du coup, oui, Vous avez fait de longues études en économie, vous ? Non, justement, c'est pour ça que je sais. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez faire de l'économie, il faut que vous sachiez, vous vous arrêtez à la première année. Ouais. Après, dès que vous commencez à vous spécialiser en économie, vous commencez à apprendre tout un tas d'âneries qui vont foutre la cervelle en l'air. Oui, voilà. Vous vous arrêtez grosso modo à la première année. Une année d'économie, c'est déjà bien. C'est peut-être même un peu trop. J'ai eu quelques cours d'économie à la fac en première année de droit, mais je me suis arrêté là ensuite. Voilà, c'est très bien, à mon avis, vous raisonnez très bien. Oui, voilà. N'allez pas plus loin.
Voilà. Je prévois pas forcément d'aller plus loin. Donc effectivement aujourd'hui $1 bah, ça vaut 3 500 000 bolivares. Donc effectivement on se dit qu'avec des billets comme ça, bah, en fait on n'achète absolument rien. Et le vrai problème, c'est quand le prix du billet, le cours du billet en quelque sorte, tombe en dessous du cours du papier. Ouais. Avec lequel vous le faites. C'est ça. C'est-à-dire que le papier coûte plus cher que le billet c'est censé représenter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'hyperinflation s'arrête parce que... oui, ça sert à plus à rien d'imprimer, on perd de l'argent. On perd de l'argent en imprimant. Alors, donc, oui, mais ça, on y arrive en général. Oui, bah justement. Ils en sont pas loin. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Et donc, évidemment, ce que ça favorise derrière, c'est l'émergence de tout un tas de marchés noirs où on paye en dollars, dans d'autres monnaies. Donc, voilà, en fait, derrière, c'est pas forcément très avantageux d'avoir un travail normal et donc d'être payé en bolivares. Et donc, un camarade de Twitter m'a informé de cette histoire cette semaine, que je trouvais très marrante. C'est que en fait, il y a toute une catégorie de jeux en ligne qui s'appellent les MMORPG, qui sont des jeux auxquels on joue en multijoueur. On peut y jouer pendant des heures et des heures chaque jour, à l'infini. À la place de travailler, vous voulez dire. À la place de travailler, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et sauf que normalement, c'est censé être un loisir, c'est censé être pour les gens qui rentrent du travail et qui justement ont envie de se défouler. On n'a pas vu assez d'ordinateurs dans la journée, ils s'y mettent dessus. Voilà, éventuellement. Ça, ouais. Sauf que, alors évidemment, pour un Américain, c'est pas forcément très très avantageux. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est forcément du loisir, ça ne peut pas être un travail. Sauf que dans un pays comme le Venezuela, où le salaire moyen se situe entre l'équivalent de 3 et 4 dollars par mois, bah là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, comme tout un tas de jeux, il y a une monnaie virtuelle. Oui. Qui permet de rien acheter en dehors du jeu. Mais sauf que s'il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour jouer, parce qu'en fait, eux, ils ont un travail qui paye bien, bah, j'imagine des Américains. Ils achètent de la monnaie réelle avec la monnaie virtuelle. Ils achètent de la monnaie virtuelle avec de la monnaie réelle. Et ils le filent à des Boliviens qui travaillent comme des esclaves pour la créer. C'est ça. Ah, c'est malin, ça. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être avec $1, vous achetez 8 millions de pièces d'or dans le jeu. Mm-hmm. Et parce que voilà, ça vous permet, je sais pas, d'améliorer vos armes ou je ne sais quoi encore. Du coup, ça vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas besoin de jouer pendant 150 heures pour avoir tel niveau. Sauf que les Vénézuéliens, eux, ils ont la patience de le faire. Et donc, en fait, ils se relayent dans toute la famille pour garder l'ordinateur allumé pendant toute la journée. Ce qui est très avantageux d'ailleurs parce que il y a un jeu en particulier où ils font ça qui s'appelle RuneScape, qui est un jeu sur lequel il y a plusieurs dizaines de millions de joueurs. Et c'est un jeu assez vieux, ce qui permet de le faire tourner sur les vieux ordinateurs. Ah oui, parce qu'évidemment, ils n'ont pas des ordinateurs tout neufs. Ça. Voilà, forcément. Donc même le vieux PC de 2005, il fonctionne pour faire marcher le jeu. Et donc ils peuvent le faire fonctionner toute la journée. Et en fait, de facto, sans être forcément organisé comme ça, mais de fait, tout un tas de Vénézuéliens, des milliers et des milliers qui jouent H24 en ligne, s'organisent comme une mafia pour garder les meilleurs endroits de la carte du jeu, ceux qui produisent en fait le plus de pièces d'or. De jetons ? Voilà, le plus de jetons. Et donc derrière, ils gardent ça, ils défendent ces endroits-là face aux autres joueurs du monde entier qui eux n'ont pas la patience en fait de lutter aussi fort qu'eux aussi longtemps. Donc ils sont en train de créer leur monnaie, quoi. Exactement. Une espèce de Bitcoin, comme. Oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Et donc, on se dit, ils font pas forcément beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, ça ne peut être avantageux que pour eux, parce que imaginez que vous jouez toute la journée, vous arrivez peut-être à peine à faire $1 sur une journée. Bon, ça vaut pas la peine si vous êtes dans un pays normal. Sauf qu'au Venezuela, c'est pas mal, parce que si vous faites $1 par jour, en fait, vous êtes 10 fois au-dessus du salaire moyen. Donc, vous achetez pas non plus grand-chose. Vous êtes pas riche comme Crésus, sauf que par rapport au reste, ça vous relève quand même vachement. Et puis ça vous permet aussi d'acheter des trucs en dollars et donc d'avoir accès à tout le marché noir qui n'est pas forcément accessible avec la monnaie officielle. C'est bien le capitalisme quand même. C'est quand même vachement bien. C'est vachement bien, c'est fou les solutions qu'on trouve à des problèmes que crée le socialisme. Là. Ce que je trouve incroyable, c'est que une monnaie qui fonctionne quand même une monnaie officielle est remplacée par une monnaie virtuelle qui a été créée par des gens, lignes de code qui a été et qui sert à des gens
pour bouffer, parce que dans le socialisme et la monnaie fiat, ils crèvent de faim, quoi. Exactement. Ben, c'est quand même ça fantastique. devrait être dans tous les livres d'histoire en France. Ça. Bah oui, non mais franchement. On va pas parler parce que on ferait de la peine à Monsieur Mélenchon, qui est très populaire dans l'éducation nationale, puisqu'une grosse partie de son électorat, c'est les professeurs. Quand vous voyez les professeurs votent Mélenchon, vous dites ciel. L'école française est tombée bien bas, quoi. Ouais. Et justement, ils ont peut-être eu trop de cours d'économie, du coup, à la fin. Je sais pas. Non, mais c'était vrai. Je sais pas. Mais oui, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, en fait, une monnaie qui est régulée automatiquement avec 3 lignes de code fonctionne mieux et c'est elle-même imposée, sans même le faire exprès, face à une monnaie qui, elle, est régulée par une ribambelle de banquiers centraux, d'économistes très intelligents à la solde du pouvoir. Enfin voilà, je trouve ça quand même assez fantastique comme leçon économique. Oui, mais ça prouve toujours, si vous voulez, c'est comme... On peut pas vivre sans monnaie, donc la monnaie, c'est un besoin probablement extraordinaire de l'humanité. Et on sait que dans les camps de concentration, les prisons, etc., où on n'a pas le droit de faire circuler de la monnaie, eh ben, il y en a toujours une monnaie qui émerge. On ne sait jamais laquelle ça sera. Mais il y a une monnaie qui d'un seul coup émerge, ça peut être les cigarettes, ça peut être... Donc là, c'est... Vous voyez que dans le fond, parce que regardez, il se passe un peu la même chose en Argentine, qui va de désastre en désastre, qui va peut-être élire un libertarien assez rigolo. Et ce dont on se rend compte, c'est que là aussi, la monnaie locale ne vaut plus rien et qu'ils sont en train d'essayer de la remplacer par le dollar, quoi. Oui, d'ailleurs c'est dans le programme de Milei, il propose carrément de remplacer le peso par le dollar. Il ferme la banque centrale et puis, exactement. Et puis c'est tout. Donc c'est intéressant parce que si vous regardez le monde aujourd'hui, vous voyez, vous avez le Bitcoin, vous avez cette histoire que vous me racontez que je ne connaissais pas, vous avez l'Argentine. Un peu partout, on peut dire que les monnaies fiat ont été dans les pays complètement zinzin, comme l'Argentine, le Venezuela, ont été remplacées par des créations humaines différentes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, l'étape suivante, c'est nous. Parce que nos banquiers centraux ont fait à peu près autant de bêtises que le gars du Venezuela. Donc, ou que le gars de l'Argentine. Donc c'est intéressant. La question qu'il faut se poser, c'est si ce que je dis est vrai, s'ils ont fait autant de bêtises, etc., par quoi nos monnaies vont-elles être remplacées ? Mais c'est une question intéressante à laquelle il va falloir qu'on réfléchisse. Ouais. Parce que si d'un seul coup les gens sont plus d'accord pour échanger des euros, j'en sais rien, qu'est-ce qui va le remplacer ? Ouais. Le dollar, ça m'étonnerait. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est ce remplacement des monnaies que vous décrivez est un phénomène extraordinairement intéressant. Ouais. Oui, ça, en France, ça pourrait être, je sais pas, peut-être des monnaies virtuelles, enfin de la ça peut être des monnaies virtuelles, mais ça dépend si elles sont très contrôlées. Parce que si vous faites des monnaies virtuelles où on peut en créer autant qu'on a créé de bolivars, oui, non, c'est sûr, il faut un système. Donc il n'y a guère que le Bitcoin qui est à peu près en place. Non, mais et puis on n'a pas assez de Bitcoin pour faire tourner l'économie comme l'économie française. Donc c'est clair. On va créer, je sais pas quoi. Ça va être intéressant. Ouais. Donc voilà, pour tous les adeptes de l'impression de monnaie, je trouvais quand même cette histoire vraiment drôle. C'est-à-dire que ça devenait quand même plus intéressant pour des gens littéralement de travailler dans un jeu vidéo que de travailler dans la vraie vie, parce que ça permettait d'avoir accès à davantage d'argent, parce qu'il y a de l'échange derrière avec des pays beaucoup plus riches et des joueurs qui sont capables de payer. Et que c'est volontaire. C'est volontaire, c'est-à-dire oui, c'est tout à fait volontariste, c'est basé sur un contrat, sur une différence des coûts du travail, et puis voilà. Si le Venezuela était un pays normal comme il était il y a 25 ans ou 30 ans, logiquement, il devrait pas faire ça, quoi. Il devrait être. Oui, normalement, en fait, un pays qui repose sur autant de pétrole, ça devrait normalement ressembler, je sais pas, peut-être au Qatar, à Dubaï, enfin des pays comme ça. Alors ils ont foutu en l'air tous les ingénieurs et tous les contrats extérieurs, donc en ne respectant pas encore une fois le droit. Donc, oui. Il leur arrive, si j'ose dire, il leur arrive une fois de plus que ce qu'ils méritent, quoi. Ouais. Donc voilà, peut-être que c'est un pays qui s'en sortira un jour. Enfin, j'imagine quand même. J'espère que ce sera pas comme ça absolument tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faudra changer le dogme sur l'économie. Il faudra changer
l'idée selon laquelle imprimer de l'argent, c'est comme créer de la richesse. Parce que ça, c'est pas vrai. une idée des plus fausses qui soient, ça. Voilà. Donc, petite leçon sur le Venezuela. Je trouvais ça quand même très rigolo. Ensuite, je voudrais parler, mais pas trop longtemps non plus, d'Emmanuel Macron, parce que alors depuis même avant l'élection de 2022, il y a quand même tout un tas de théories qui fleurissent sur Emmanuel Macron, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire comme ce que Poutine avait fait en 2008 avec Medvedev, c'est-à-dire mettre quelqu'un au pouvoir parce que vous n'avez pas le droit de faire 2 mandats d'affilée, enfin plus de 2 mandats d'affilée, et donc ensuite revenir derrière. Pourquoi on peut recommencer après ? Pour recommencer après, Voilà, c'était une une théorie de plein de journalistes qui disaient voilà, en 2027 il voudra placer je sais pas Jean Castex ou je sais pas qui encore. Oui. Semblant que Jean Castex ? Oui. Mais je croyais qu'au-delà d'une mairie, il a dépassé son niveau d'incompétence totalement. Non, Oui. Pourquoi on le mettrait là ? Non, je veux dire, ils ont peut-être besoin d'un gars particulièrement pas doué, mais... Oui, j'imagine qu'ils ont besoin d'un mec particulièrement pas doué, particulièrement pas très charismatique pour... Et obéissant, mais enfin, ça se trouve dans l'administration. Oui, il y en a plein, oui. Il y en a plein, des gars qui savent rien faire, qui coûtent cher et qui... Je sais pas, ça doit se trouver, ça. Oui, non mais c'est sûr. Non mais je pense que Jean Castex c'était une hypothèse un peu lancée comme ça, mais enfin voilà, c'était quand même une hypothèse, et surtout que il y avait l'idée que selon laquelle en fait Édouard Philippe quelque part était trop indépendant et voulait trop rouler pour lui-même et pas pour Macron, et donc il fallait forcément trouver quelqu'un d'autre pour contrer en fait Édouard Philippe pour avoir 2027. Et s'il y a quelqu'un de fidèle de sûr, il a qu'à mettre Darmanin. Oui, mais pareil, Darmanin, on n'est pas toujours sûr. Parfois, peut-être qu'au final, il roule pour lui-même. Enfin, je sais pas. Croyez, parce c'était un grand fidèle de Sarkozy, lui. Oui, à la base, oui, tout à fait, en 2012, ouais. Il a changé de camp très vite, donc. Ouais. Il faudrait prendre un gars comme ça qui sait manœuvrer, non ? Ouais, mais après. Parce qu'ensuite, il se présenterait 2 ou 3 fois. Alors, c'est vrai. Maintenant, est-ce que. Je dis en rigolant, hein, c'était une blague. Hein. Non, mais la question, c'est. Prendre comme homme fidèle qui va pas trahir Darmanin, c'est une idée, je trouve intéressante. Ouais. Non, je pense pas qu'il va prendre ça, oui. Mais c'est pour ça, Jean Castex, pourquoi pas ? Parce que Jean Castex, il a été mis Premier ministre parce que, je sais pas tellement pourquoi d'ailleurs. Il passait dans le couloir à ce moment-là ? Oui, il passait dans le couloir à ce moment-là. Tu veux être Premier ministre ? Personne il avait de l'accent. Oui, il avait l'accent du Sud. Il ressemblait à ce brave, comment il s'appelle, le type de Biarritz, enfin le grand, là. Juppé non, pas Juppé. Comment il s'appelle je connais que lui, celui qui parle avec l'accent du Sud-Ouest, là, le brave type. En politique En politique, c'est celui qui a marché à pied là pendant. Ah oui, bien sûr, Jean Lassalle. Jean Lassalle, bien sûr, voilà, il avait un accent un peu à la Jean Lassalle, donc sauf qu'il était des Pyrénées-Orientales, lui. Ouais. Pas des Pyrénées-Occidentales. Donc, non, mais ça veut dire. Trouver un type dans la majorité actuelle, voire dans l'opposition, etc., à qui vous puissiez faire suffisamment confiance pour être sûr qu'il vous rendra le pouvoir 4 ans ou 5 ans après, ça va être très difficile, parce que quand même, ils ont la trahison dans le sang, ces gars-là. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir très difficile, ça va être très difficile de sélectionner celui-là. C'est ça, oui, il faut vraiment bien verrouiller tout ce qu'il y a autour, quoi, parce que sinon, ça marche pas. Mais enfin, bref, le président donc, s'est exprimé là-dessus. Il a dit, alors, il est resté un petit peu évasif quand même, mais il a dit, je ferai quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini. Donc, ce sont vraiment ces mots pour décrire ce qu'il voudrait faire après 2027. Donc, vous voulez dire qu'il va faire des trucs utiles ? Alors peut-être, en tout cas, ce qui serait utile, c'est déjà qu'il fasse rien, ce serait pas mal. Qu'il quitte le terrain, qu'on le voit plus, qu'il prenne sa retraite, je sais pas, dans la City à Londres. Déjà, ce serait pas mal. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut le croire ? Parce que quelqu'un qui annonce très vite qu'il va quitter le pouvoir, en fait, ça le rend quelque part encore plus populaire, parce qu'on se dit, oh bon, bah, au moins, il fait les plus Français rien. ont été suffisamment bêtes pour regretter Mitterrand, puis ensuite Chirac. Et on les regrette tous une fois qu'ils sont partis. J'imagine pas qu'ils regretteront. Déjà, Hollande, c'est difficile. Ouais. On a du mal à le regretter, celui-là. Donc, alors celui-là, je vois vraiment pas qui va le regretter. Ouais. Bah surtout que les Français ont quand même un peu moins regretté Sarkozy et Hollande. Je pense que Hollande tenterait de se présenter aujourd'hui. Je pense qu'il ferait pas beaucoup mieux que ce qu'on lui donnait dans les sondages en 2017, 4 ou 5%. Ouais, donc je pense pas qu'il ferait beaucoup. C'est vraiment le gars qui est arrivé au pouvoir par hasard, celui-là. Hein, c'est vraiment le gars qui est arrivé au pouvoir par hasard. Oui. Entre
les gars qui devraient se présenter, qui ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ont une histoire de fesses, je sais pas quoi. Bref. Oui, c'est ça. Il a été là parce que DSK n'était plus disponible. Les gens voulaient plus voir Sarkozy. Il a gagné sa primaire face à Martine Aubry parce qu'elle a été très mauvaise. Et ensuite, il a été élu. Il a accédé à la majorité, surtout par anti-sarkozysme. Sur un malentendu, quoi. Un peu sur un malentendu. Donc, il a été là. Ensuite, voguant au gré du vent pendant 5 ans. On a eu l'impression un peu d'avoir 5 années assez vides quand même. C'était un peu... Mais on se cherche désespérément qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans. Quelle est la grande réussite de Hollande? On cherche, on se dit, tiens, qu'est-ce qui a été marquant? À part le coup du scooter, mais enfin, ça c'est... Oui, à la limite, ça c'était le moment un peu drôle. C'est le moment où il nous a fait rire, on se souvient de ça, quoi. Ouais, c'est limite ce qui l'a rendu le plus sympathique dans son mandat. C'est quand même le mandat des attentats de 2015, de 2016. Mais ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'il a fait, c'est au contraire quelque chose qu'il a subi. Donc, oui, c'est quelque chose... C'est un cherche mandat un grand succès international, on cherchait... Non, Hollande, c'est quand même... Le désert des Tartares, quand on cherche. Cela dit, bon, c'est un peu exagéré de parler de succès international, mais c'est vrai que c'était l'homme de l'intervention au Mali au moment donné où le président malien nous demande d'intervenir. Donc c'était le moment où on avait encore plutôt des bonnes relations avec les pays du Sahel, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Maintenant, c'est pas vraiment de sa faute à François Hollande. C'est quelque part, il y a aussi une conjoncture internationale qui se dessine, qui fait que il y a une méfiance de plus en plus envers l'Occident dans les pays du Sud global. Mais je crois que c'est une grande tristesse, si vous voulez. Je vais être d'une grande sévérité. Mais ceux qui sont capables de payer pour avoir des positions en Afrique, autrefois c'était la France, les États-Unis, l'Angleterre, et aujourd'hui c'est l'Inde et la Chine qui ont du pognon. Ouais. Nous, on n'a plus personne. Moi, j'avais des amis dont le fils était dans l'armée, il était officier. Au moment je sais plus quel coin du Sahel ou je sais pas quoi. Ils vivaient dans des baraques, ils faisaient 45 à l'ombre, je sais pas quoi. Ils vivaient dans des baraques mentaux, ils n'avaient pas d'eau potable. Parce que l'armée française n'avait pas de quoi leur envoyer de l'armée potable. Donc, vous voyez, c'est difficile de conserver un territoire étranger si vous ne pouvez pas arroser un peu pour qu'il y ait des plantes qui poussent, quoi. Oui, c'est sûr. La fidélité qui pousse. Ouais, c'est sûr. Donc oui, c'est quelque part, il y a une logique. Est-ce qu'il y a une méfiance, une défiance? Un pays qui est complètement fauché, je ne sais pas si vous... Oui, mais d'ailleurs, peut-être que derrière, ils regretteront plus la présence de l'Inde ou de la Chine, j'en sais rien, mais peut-être que c'est normal aussi, c'est compréhensible en tout cas, d'avoir une volonté de changer d'alliance, changer d'amis. Voilà, peut-être que encore une fois ils regretteront et qu'ils reviendront vers nous plus tard, mais peut-être pas. On peut juste leur souhaiter d'avoir les meilleurs alliés. Donc voilà, je trouvais intéressant cette déclaration d'Emmanuel Macron parce que on lui prête souvent des ambitions très très démesurées sur combien de mandats il veut faire. On avait eu cette histoire selon laquelle il voulait faire une réforme constitutionnelle. Soit pour passer au septennat et du coup pouvoir rembrayer directement sur un nouveau mandat qui en plus durerait 7 ans. Enfin voilà, ou même pourquoi pas derrière terminer président de la Commission européenne. C'est des hypothèses aussi qui circulent depuis des années. Je trouve que ce serait plus simple s'il allait se faire couronner à Reims une fois pour toutes. Et puis comme ça, il ne rendra pas toutes ces histoires d'élections. Ouais. C'est vrai, pour les gens vraiment importants, les élections, c'est une barbe. Ça sert à rien. On sait qui sont les meilleurs, on n'a qu'à les garder. Et puis cette histoire d'élection, c'est fait pour les petites gens, enfin ceux qui veulent changer de personnel. Donc moi, je trouve que vraiment, il faudrait quand même que quelqu'un dans ce pays ait le courage un jour de dire bon, tout jour d'élection, ça vaut rien. Je vais me mettre roi de France, je vais me faire sacrer à Reims. Et puis on se revoit dans 40 ans, quoi. Mais j'ai pas d'enfant, mais ça fait rien, j'en ferai un d'ici là, quoi. Ouais. Lui, je sais pas avec qui il en ferait, mais. Moi non plus, mais en tout cas, c'est pas avec Brigitte. Mais je veux dire par là, c'est quand vous discutez avec ces gens-là, j'en connais un certain nombre, vous avez 2 trucs. C'est que, 1, ils respectent pas la démocratie, ça les ennuie beaucoup. Oui. De mettre leur vie en jeu en fonction de votes de gens qui n'ont aucun intérêt.
Et deux, ils ne voient pas à quoi ça sert de chercher quelqu'un d'autre qu'eux, puisqu'ils ont été les meilleurs. Mhm. Donc, si vous voulez, pour la plupart des gens comme Macron, cette histoire de démocratie, ça leur paraît qu'une histoire de fou, quoi. Ouais. Oui, c'est juste une espèce d'obstacle, c'est-à-dire que... Il faut biaiser les obstacles pour qu'ils puissent sauter avec un cheval de 20 cm, mais il faut faire croire que ça fait 2,50 m, quoi. Ouais. Oui. Et donc, ils empêchent les autres de concourir. Donc, si vous voulez, moi, je crois que tout ça va dans le sens de la démocratie, ça marche pas. Ce qu'il nous faut, c'est une technocratie avec des gens intelligents comme Macron, quoi. Ouais. Et on y arrivera. Quelque part, on y est déjà. C'est-à-dire que l'élection a quand même lieu, mais c'est une forme de formalité, en fait. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent tellement peu qu'il y en a la moitié qui vont pas voter. Oui, c'est ça. Sauf uniquement à la présidentielle, ils vont voter parce qu'ils savent que le reste, ça sert pas à grand-chose. C'est vrai qu'on se souvient, à Paris, il y avait 20 ou 25% des Parisiens qui étaient allés voter pour les municipales en 2020. Pareil, aux élections européennes, il n'y a pas beaucoup de participation. Il n'y a que aux présidentielles que ça vote, et encore même pas tant que ça. Par rapport à ce que ça baisse chaque fois. C'est-à-dire qu'autrefois, à l'époque de De Gaulle, c'était 90%, maintenant on doit être à 70%. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans ces eaux-là. Et à chaque fois, évidemment, les dés sont pipés à l'avance. Donc ça prouve bien, si vous voulez, que les gens qui votent là ne sont pas des bons citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas avec enthousiasme ceux qu'on leur présente. Ouais. Ils s'imaginent qu'ils doivent avoir un choix. Ouais. Mais non, il faut quand même savoir que on a le choix. Moi, ça fait 60 ans que je vote. J'ai toujours eu le choix de voter pour un fonctionnaire ou pour un autre fonctionnaire, mais j'ai rarement eu le choix de voter pour un type qui n'était pas fonctionnaire. Quoi. Ouais. Donc, si vous voulez, il faudrait décider une fois pour toutes que l'élection, ça se passe à l'intérieur de la fonction publique et que personne d'autre n'a le droit de... Oui. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Oui. Vous vous rendez compte c'est bien. Mais je sais pas, mais je présente des propositions de réforme comme ça, mais personne ne me prend au sérieux. Non, mais après, vous, ce que vous proposez au premier degré, c'est rendre tous les fonctionnaires inéligibles pour justement avoir le système inverse. Pour avoir le système inverse. Et puis peut-être aussi que dans 90% des cas, l'initiative des mesures soit prise par le peuple lui-même au travers du référendum d'initiative populaire. Donc, ce que je dis, c'est que leur système ne marche pas, si ce n'est pour eux, et que donc, si on continue sur ce système, on va avoir un vote qui sera restreint, comme on avait autrefois le vote censitaire. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de voter, parce qu'il n'y a que les fonctionnaires qui ont l'intérêt général dans leur vrai cœur. Quoi, et puis de l'autre côté, je dis, mais ce truc-là, on y a droit, on va y avoir droit, mais on pourrait peut-être essayer autre chose, qu'on n'a jamais fait en France, c'est-à-dire d'aller vers la démocratie, plus de démocratie et non pas moins de démocratie. Ouais. Mais je pense pas que l'idée de M. Macron soit aller vers plus de démocratie. Ouais. Le sujet suivant que je voudrais évoquer, c'est l'énergie. Parce que je suis tombé cette semaine sur une étude de la Bank of America qui prenait en compte plusieurs choses. Alors, l'efficacité, le stockage, les coûts d'infrastructure, tous ces paramètres-là. Et la conclusion de cette étude, c'était que, en fait, le nucléaire, c'était la meilleure énergie. Bah oui. C'est la plus rentable écologiquement, économiquement. C'est une très bonne question, mais il y a nucléaire et nucléaire. C'est-à-dire qu'on a fait un nucléaire qui était historiquement extraordinairement dangereux scientifiquement parce qu'il était massif, etc. Or, toutes les études qui sont faites aujourd'hui montrent qu'on peut aller vers des structures de production d'électricité nucléaire qui sont beaucoup plus simples, beaucoup moins dangereuses, soit des centrales beaucoup plus petites et des tas partout, soit des machins au thorium. C'est une autre qu'on trouve partout, qui fait pas de dégâts et tout. Et on se rend compte aussi qu'on est en train de développer, par exemple en Australie, et en Afrique du Sud, des fonctions de faire du gaz à partir de plantes dans les régions désertiques. Donc, c'est une espèce de cactus, j'en sais rien. J'ai vu une présentation là-dessus récemment. Et apparemment, ça permet de faire du gaz et à partir de là, de faire du diesel, de faire du kérosène, etc. Donc, on se rend bien compte que toutes les trucs qu'on a pris aujourd'hui, ce que j'appelle les miroirs magiques et les moulins à vent, ça marche pas.
Oui, bah justement, selon cette étude, ce sont les modèles, les modèles de production d'énergie les moins rentables. Mais bien sûr. Et qui ne marchent pas du tout. Qui marchent assez pas mal. Du tout, parce qu'il faut automatiquement, si vous mettez un moulin à vent, vous avez besoin d'avoir un truc à gaz à côté, parce que quand il n'y a pas de vent, il faut bien que... Ouais. Donc, on ne peut pas gérer de façon stable un système électrique si on n'a pas si on n'a pas une source sûre d'énergie constante. Et donc, encore une fois, toute l'histoire d'énergie, c'est une histoire de fou, mais je crois qu'on vient à une idée qui est essentielle, c'est que les gens qui veulent prendre le pouvoir, vous savez, cette espèce de complot mondial dont on a parlé un peu et qui est un peu la thèse de mon livre, leur but, c'est quand même de pouvoir nous contrôler. Et que la meilleure façon de nous contrôler, c'est d'organiser une pénurie artificielle d'énergie. Parce qu'à ce moment-là, ils distribueront l'énergie à leurs amis. Et vous, si vous voulez prendre l'avion, vous pouvez toujours brosser. Eux, ils ont le droit de prendre, mais pas vous. Donc, de façon d'arriver à ça, ils doivent vous dire qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mmh. Ils doivent vous expliquer que, dans le fond, le malthusianisme, ça marche. Ils doivent vous faire peur. Donc, dès que vous entendez quelqu'un qui vous dit de quoi qu'il s'agit, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, vous savez que vous ne devez jamais voter pour lui. Mmh. Vous savez que c'est un traître et un vendu. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui donne à ses enfants comme message, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, moi j'ai bien vécu, mais toi tu vas vivre comme un rat, et tu n'auras rien, et tu devras dire merci. Alors que c'est faux. Il n'y a pas de pénurie d'énergie, ça n'est pas nécessaire, on fait des inventions, il y a plein de trucs qu'on est en train de trouver partout. Donc, je trouve ça fascinant que les gens raisonnent encore sur l'énergie comme si ça allait être une contrainte. Ils disent n'importe quoi, mais parce qu'ils veulent continuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a commencé à nous faire peur avec... on a eu le Covid, puis on a eu la guerre, et puis on a eu... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ? Ah oui, les punaises de lit, là, c'était encore un truc terrible, ça. Et c'était la faute de l'immigration. Ah bien, il y a l'immigration, qui est un truc qui nous fait peur aussi terriblement. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Ben oui, il y a le machin entre l'Israël et les guerres. Les guerres, donc encore une fois les guerres. Et donc j'essaye de savoir quel est le prochain truc qui va me faire peur, ou ils vont essayer de me faire peur. Vous n'avez pas une idée, vous ? Bah, moi, je dirais que la constante, c'est vraiment l'énergie. L'énergie, oui, c'est le truc qui marche tout le temps. Ça marche tout le temps, puis surtout, c'est facile à contrôler, quoi. On met des bouchons partout. Non, mais chérie, ils vont trouver autre chose. À mon avis, en France, la guerre civile, ça pourrait être un bon sujet. Oui. Oui, ça, on organise quelques petits attentats, et puis on fait vous voyez, le signe de guerre civile. Je sais pas, moi je trouve que, oui, la guerre, je pense comme ça, alors, je me dis, tiens, essayer de m'expliquer que on a besoin de réserver l'essence au camion des flics. Ouais, je sais pas quand même, ça me paraît un peu excessif, surtout, enfin, surtout que justement les pouvoirs que l'on a actuellement en place font justement tout pour éviter qu'il y ait des conflits civils. Ah non, attendez une seconde. Ils font tout pour éviter de rétablir l'ordre. Ah oui, ça dans c'est la vrai. Seine-Saint-Denis. Ça c'est vrai. Oui. Mais quand les gilets jaunes, qui étaient des bons citoyens, ont manifesté, ils en ont pris plein la tête pour pas un rond. Oui, ça c'est vrai. Et donc, non, mais je cherche, si vous voulez, parce que c'est un petit peu comme quand vous jouez aux échecs, ou vous jouez au tennis, au football, au rugby, vous essayez de savoir quel sera le prochain mouvement de l'adversaire. Ouais. Et là, je me dis quel serait le truc le plus logique, quoi. Moi, je sais pas, j'en ai vraiment aucune idée, mais je pense que effectivement, l'énergie, les gens devraient nous dire, là, vous que nous écoutez, essayez de envoyer des emails pour essayer de l'expliquer quelle va être la prochaine trouille qu'ils vont essayer de nous filer. Ouais, moi je sais pas, mais c'est vrai que l'énergie, ça me paraît être une constante. Et d'ailleurs, on se souvient l'an dernier, on a quasiment eu une pénurie d'électricité. Enfin, ça s'est joué à pas grand chose, et c'était quasiment organisé, c'est-à-dire qu'on avait tout le matériel dans le pays, on avait tout l'uranium dont on avait besoin, sauf que simplement les EPR étaient volontairement
pas bien entretenus. Et donc, Parce on avait les fermés. histoires, on les avait fermés parce qu'en fait, on les entretenait plus. Et puis, il y a eu cette histoire, justement, qui au final a été plutôt bénéfique pour le parc nucléaire français, des sanctions sur le gaz russe, puisqu'en fait, derrière, on s'est dit, en fait, on est un peu obligé de les remettre en ordre, ces centrales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des madame, comment elle s'appelle, Brosse, le Premier ministre. Borne. Madame Borne. Madame Borne était chargée de fermer Fessenheim, elle nous avait expliqué qu'il fallait fermer la moitié des centrales. Ouais. Et puis, 6 mois après, la même est Premier ministre, elle laisse fermer Fessenheim, pourquoi j'en sais foutre rien, et elle décide que non, il faut faire plus de centrales. Oui. Et alors qu'avant, c'était elle, la spécialiste de l'écologie, elle nous expliquait qu'il n'y avait rien de pire que l'énergie nucléaire. Donc vous dites, ils ont vraiment des convictions, ces gens-là. Ouais, ils ont vraiment des convictions, et on se demande sur quoi ça repose. Enfin, ça doit être, je sais pas, ils ont peut-être vu un associatif de Greenpeace 2 heures avant qui leur a expliqué elle est polytechnicienne, elle doit savoir comment ça marche un réacteur nucléaire. Ouais. Ben non, elle a pas fait une licence de droit. Non, mais voilà je sais. que je veux dire. Il a fait une licence de droit, c'est pas vrai que je dis ça. Oui, avant ça, j'avais fait une terminale S. Bon, ça me donne Moi, je sais pas non comment plus, ça marche, une centrale nucléaire. ça me donne pas non plus les compétences pour gérer une centrale. non, mais vous avez raison. Normalement, une polytechnicienne, ça c'est à peu près comment ça fonctionne. Mais visiblement, là, elle était aux abonnés absents. Et justement, il y a bien une bonne conséquence que ça a eu, ces histoires de sanctions sur le gaz russe, c'est que derrière, on s'est dit, en fait, le nucléaire, c'est pas mal. Ben oui. Et vaut mieux rouvrir toutes ces centrales, peut-être même remettre un petit peu de sous dans la recherche qu'on avait abandonné ces dernières années. Et puis, parce que derrière, ça a des grosses implications sur aussi on va dire le personnel. Parce que quand vous faites des études d'ingénieur... Pour faire un ingénieur nucléaire, il faut 20 ans. Bah oui, c'est ça. Pour avoir toute une génération nouvelle, oui, il faut minimum une dizaine d'années, quoi, quand ils sortent. Et encore, il faut qu'ils aient les professeurs. Oui. On les avait, mais on les a plus. C'est ça, donc il faut un certain temps. On peut les annuler très rapidement, sauf que derrière, pour que ça reprenne, il faut que ça prenne un certain temps. C'est toujours plus facile de casser quelque chose que de le refaire. Ça, c'est sûr. Donc oui, si vous dites à tous les ingénieurs qu'en fait la filière nucléaire, on abandonne, on va fermer la moitié des EPR et ensuite on va en fermer de plus en plus. Clairement, vous donnez pas un bon message derrière. Comme profil de carrière, c'est pas terrible. Oui, c'est sûr. Ils ont plus intérêt derrière à être ingénieurs spécialisés dans le solaire, dans l'énergie solaire, que dans le nucléaire. Si vous êtes bon en maths et tout, vous allez faire du trading à Londres, dans la City, et puis oui, clairement. Vous emmerdez pas. Oui, c'est sûr. Oui, pour votre intérêt personnel, vaut mieux. Ouais, c'est clair. Donc tout ça, on retrouve la même chose. C'est extraordinaire, vu à court terme, quand les gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire, une politique nucléaire, ça se pense à un horizon, une politique énergétique, ça se pense à un horizon de 30 ans au moins. Ouais. Et prendre des décisions, parce qu'il y a des élections cantonales la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans 2 mois, pour essayer de gratter les 3% qui votent écolo. Donc, vous vous dites, ça c'est un vrai endroit où on se rend compte que la démocratie ne fonctionne pas. Enfin, la démocratie représentative. C'est-à-dire, c'est peut-être une question qu'on pourrait poser au peuple. On va essayer de vous poser des questions à 30 ans, vous répondez oui ou non et on n'en bouge plus. Mais si vous posez ça à un homme politique, il va immédiatement partir en courant en se disant, si je prends des décisions courageuses, je vais me faire massacrer aux prochaines élections. Il y avait une série anglaise que j'adorais qui s'appelait Yes Prime Minister, vous savez, qui était à mourir de rire. C'est la bataille entre les politiques et les fonctionnaires dans l'administration anglaise à peu près au moment des années Thatcher. Et donc il y a le Premier ministre qui a une idée, je ne sais plus en propos de quoi, et qui en parle à son chef de cabinet, donc qui est le haut fonctionnaire. Et le haut fonctionnaire dit Sir, c'est une idée très très courageuse. Et on voit le Premier ministre se liquéfier. Très courageuse. Vous voulez dire que je vais pas être élu? Comment ça? Comment ça? Donc si vous dites à un homme politique c'est une décision très courageuse, il se barre. Ouais.
Bah oui, bah justement, vous avez parlé de la fermeture de Fessenheim. La fermeture de Fessenheim, c'était pas quelque chose qui était Nécessaire. qui était nécessaire et qui était réfléchi, intelligent. Non. C'était simplement un accord préélectoral entre Cécile Duflot et François Hollande en 2012. Qui étaient deux incompétents Qui notoires. étaient deux incompétents notoires, un pour le Parti Socialiste, l'autre pour Europe Écologie Les Verts. Et ils sont mis d'accord sur ça. Du coup, derrière, Hollande a signé la fin de Fessenheim, qui a été du coup mise en œuvre sous Emmanuel Macron lorsque Elisabeth Borne était ministre justement. Mais en plus, ça avait été transition des temps écologique. avant par des gens qui ne connaissaient rien pour des trucs politiques à court terme, parce que le Parti Socialiste avait besoin des 4 ou 5% de voix du Parti écologiste. Ça avait rien à voir avec la politique énergétique de la France à 30 ans. Bien sûr. Mais rien. Ouais. Donc, ils ont pris des décisions de fermer un truc comme ça. Simplement. C'est d'autant pour plus grave être- que justement, on était Ça, très c'est en vrai. avance. On dominait tout. On dominait l'uranium, on dominait la production d'électricité, on dominait la distribution d'électricité. Donc, on avait les trois, on était les seuls au monde. Ouais, Et on a réussi. on était même à la pointe de la recherche, De la puisque recherche. derrière, bah, il y a le nucléaire, il y a Il y avait des mises à jour. il y avait le petit Super Phoenix, là, c'était. Bref, on va pas revenir sur l'histoire du nucléaire, c'est d'une tristesse absolue, mais si on voit comment une industrie qui avait été bâtie avec 30 ans de vision par les gens des années 60 et 70 a été détruite par des crétins politicards, quoi. Ouais. Donc ça pose une question essentielle, c'est est-ce que aujourd'hui la démocratie représentative permet à un pays de se redresser? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire directement appel au peuple et se libérer de cette classe de gens sans courage, sans vision et sans honneur? Ah bah si, j'en suis persuadé. Et puis, je pense aussi que, enfin, ce que montre justement cette étude de la Bank of America, c'est que, en fait, si on laissait uniquement le secteur privé Il y a longtemps que ce sera s'occuper réglé. de l'énergie, en fait, on aurait à peu près que du nucléaire. En tout cas, ce serait l'énergie dominante et ce serait l'énergie du futur pour tout le monde, pour Voilà. tous les pays du monde. Et ce serait à la fois la plus écologique et la plus économique. Et en même temps, j'ai toujours pensé à un truc que j'ai jamais compris. On a plein de gars qui arrivent d'Afrique pour venir bosser chez nous. Ils ont besoin d'énergie. Ben, on aurait pu leur faire une centrale nucléaire en Afrique ou 2 ou 3 ou 4 pour qu'ils restent là, puisque l'économie c'est de l'énergie transformée, on avait du travail, on mettait de l'énergie, et ils n'avaient pas besoin de venir chez nous. Ouais. Donc la meilleure façon d'empêcher ces gars de venir chez nous, c'était de leur coller une centrale nucléaire pour qu'ils aient de l'énergie là-bas, et qu'ils puissent faire des choses pour nous, et qui est pour eux. Donc vous vous rendez compte que tout ça, c'est une espèce d'une absence de réflexion stratégique Ouais. qui est, Tout à fait. et qui devrait poser la question à tous les électeurs, mais pourquoi j'ai besoin de ces gars-là? J'ai pas besoin d'eux, je devrais être capable maintenant, je suis suffisamment bien informé pour prendre des décisions à 30 ans sur l'énergie. Ouais. J'ai pas besoin de monsieur Copé, j'ai pas besoin de monsieur Fabius, j'ai pas besoin de monsieur Jospin, ils servent à rien. Quand est-ce que les Français vont se rendre compte, tous ces élus, ça sert à rien? Si ce n'est à leur mettre des bâtons dans les pattes. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut pour les convaincre. C'est vrai que alors, le nucléaire est quand même de moins en moins impopulaire. Oui. Il a jamais été en France. Alors en France, il a jamais été particulièrement impopulaire. Il a été en Allemagne. Mais c'est vrai qu'il a été en Allemagne, il l'est de moins en moins. Mais l'Allemagne reste quand même. Alors elle, c'est totalement incompréhensible. C'est en même temps à la pointe du discours écologique en Vous avez vu Europe. que Siemens, Moulin à vent, là, c'est en Ouais. train de se péter la gueule. Oui, et ils renouvellent des contrats sur le charbon. Non, mais en même temps. les efforts gigantesques que l'Allemagne a déployés pour faire une industrie des moulins à vent là, qui soit rentable, c'est en train de se péter la gueule en Oui. bourse. Ça marche pas du tout. Ça Ils ont marche pas, pas, en fait. ils ont pas la technologie, ça marche pas. Si vous voulez faire ça, vous êtes obligé d'avoir derrière l'État qui recouvre les risques. D'abord qui recouvre les risques et qui couvre les différences de prix, etc. Mais à ce moment-là, ça vous coûte tellement cher que vous devenez non compétitif avec les autres pays qui le font de façon plus raisonnable. Clairement. Charbon ou par exemple toutes les centrales à charbon qui jouent en ce moment en Chine, quoi qu'ils en ouvrent une par semaine, et aussi en Inde, elles ont une résistance écologique. Elles dépensent à peu près, ou elles créent à peu près 10% de CO2 par rapport à celles qu'on faisait il y a 20 ans. Donc c'est même, mais aujourd'hui le charbon en Chine est meilleur que les éoliennes en Allemagne, quoi, du point de vue écologique. Ouais. Donc vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va commencer à arrêter les imbécilités magiques pour revenir à la science?
Non, mais j'ai un Je grand me coup pose de la mou même parce que question. je me dis, on a vraiment des crétins non scientifiques qui nous emmènent dans des culs de bafos où on se fait massacrer et on dit, ça, c'est bien triste, ma pauvre dame, on peut rien faire. Mais si, on peut les virer. Et alors, il y a un truc qui, je pense, est beaucoup moins triste que ce dont on est en train de parler. C'est ce fameux séminaire auquel vous avez Ah oui, à assisté Londres, ça serait lors de ce incroyable. début Là, de oui. semaine. Je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Alors, ça a été un grand moment de bonheur parce que pour la première fois, j'en ai parlé ce matin avec Emmanuel, mais pour la première fois depuis très longtemps, vous savez, la base de ma réflexion, ça a toujours été que la démocratie commence dans la famille, et encore pas trop parce que le pater familial, c'est important. Donc, enfin, on comprend comment marche la société dans la famille. De là, on passe au village ou à la commune. Puis de là, vous passez à la nation et enfin, vous passez à la civilisation. Vous voyez, c'est les étapes. Donc, tout doit toujours partir de la base. Et depuis 25 ans, on nous explique que comme les progrès mondiaux sont considérables, les problèmes mondiaux sont considérables, il faut que maintenant tout parte du sommet, que ce soit les gars à Davos qui décident pour nous, quoi. Et j'ai de très bons amis en Angleterre, un type qui s'appelle Paul Marshall, qui a réussi de façon absolument éblouissante dans le secteur financier en Angleterre. Il me semble que c'est le fondateur de GB News, c'est ça? C'est le fondateur de GB News, de Unheard, ouais. et c'est lui qui rachète le Daily Telegraph probablement. Il a créé Marshall West, qui est un immense hedge fund qui marche très très bien. Bref, il a décidé de remonter, il a commencé à travailler à 5-6 ans, des activités, il donne beaucoup d'argent, pour faire remonter ces idées de base de la subsidiarité. Ça veut dire que tout doit partir de l'initiative individuelle et finalement... Et donc, il y avait quasiment 2800 personnes, il y avait des gens éminents qui étaient là, il y avait Jordan Peterson, il y avait Björn Lomborg, qui est le gars qui a écrit le bouquin sur l'environnement il y a 20 ans, mais qui vient d'en écrire un autre que les gens devraient acheter. Et il y avait Kouchnin, le gars qui a écrit Kounin. Il y avait 3 anciens premiers ministres australiens ou 2 premiers ministres canadiens, enfin des Américains, des types un Mexicain absolument remarquable. Donc il y avait pas mal de gens qui ont parlé. Et moi j'ai été autorisé à dire 2 ou 3 bêtises, mais enfin j'étais très content. Et c'était la première fois que je voyais, vous savez, j'ai toujours dit qu'il y avait les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Oui. Les hommes des arbres, c'est les locaux, et les hommes des bateaux, c'est les mondiaux. Et depuis 30 ans, les hommes des arbres été représentés par des démagogues. Madame Le Pen ou Le Père. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui étaient... Bon, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas... on se disait... Il manque quelque chose. Ils ont pas le... il leur manque un peu quelque chose. C'est-à-dire, oui, ils représentent les bonnes personnes. Maintenant, est-ce qu'ils feront les bonnes choses? Voilà, exactement. Je ne saurais mieux dire exactement ça. Et là, c'est la première fois que je voyais un effort conscient de toute une classe politique dans beaucoup de pays pour faire renaître dans la droite les hommes qui cherchent le bien commun, pour parler. C'était la première fois depuis très longtemps. Parce que tous ces gens qui arrivaient de la droite française, mettons le MRP, les gaullistes et tout, ils sont tous vendus aux hommes des bateaux. Oui. Ils sont tous allés vers la mondialiste. Et donc, il n'y avait plus personne qui représentait le peuple travailleur intelligent. Il y avait quelques gars qui représentaient le peuple, mais mettons pas vraiment le peuple travailleur intelligent. Et d'un seul coup, là, ça a été un bonheur considérable de voir qu'on était très nombreux. Moi, ici, de temps en France, je me dis, mais qu'est-ce que je fais tout seul? Ouais, oui. Mais là, je me suis rendu compte, mais il y en a plein. Et dans tous les pays du monde. Oui. Et ça a été je me dis, je suis pas tout seul. Non, c'est vrai que, alors, c'est surtout une spécificité française. Voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de camarades de combat qu'on reçoit d'ailleurs à l'Institut des Libertés. Mais c'est vrai que. Mais ils sont toujours, il y a beaucoup d'entre eux qui sont un peu douteux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ils disent, mais qu'est-ce que fait l'État? Oui, alors c'est ça. Il y a beaucoup d'étatistes. Il y a beaucoup d'étatistes. Dans le milieu. Par exemple, dans le souverainiste, il y a beaucoup d'étatistes. Oui, voilà. Là, ceux-là, ils sont souverainistes. Et libéraux. Et libéraux. C'est-à-dire que tout part de l'individu. Tout part de l'individu. Et tout est toujours résolu par l'individu. Ouais.
Et c'est ça, c'est Et de l'individu qu'ils attendent les solutions. Et Il y en a le Premier ministre... L'État doit surtout nous laisser tranquilles, en fait. Et il y a un Premier ministre australien qui a eu des résultats remarquables, qui a fait une conférence que j'ai trouvé très bien. Il dit, l'État, c'est quand vous essayez de faire pousser une plante sur un bâton. Vous savez, comme ça, vous essayez de faire monter, je sais pas, des haricots verts. Ouais. Il dit, c'est pas le bâton qui fait les haricots verts. Le bâton, il est là pour permettre aux haricots verts de monter dans le bon sens. Ouais. Dans le bon sens. Ouais. Et il dit, c'est ça l'État, c'est ce qui permet à l'initiative individuelle de se développer harmonieusement, pour peu qu'ils se prennent pas pour le haricot vert. Ouais. L'État, c'est le bâton. Ouais. Il assure le droit, il assure des trucs comme ça, mais il ne crée rien. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle image. Ouais, effectivement, ouais. C'est une belle image. C'est-à-dire qu'on a besoin du bâton pour que les haricots verts montent, mais une fois qu'on a dit ça, il fait pas de haricots verts, le bâton. Hein. Oui. Oui. J'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit, tiens, c'est une belle image, ça. Ouais, il doit être un paysan, le gars. Et alors, il voudrait remettre ça en 2025, c'est ça Alors maintenant, c'est l'anti-Davos. Oui. Ils s'annoncent que l'anti-Davos, ils vont relancer, ils en font la deuxième fois en 2025. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site, ça s'appelle ARC. ARC. Et vous avez toutes les interventions qui sont toutes plus remarquables les unes que les autres, de gens tout à fait éminents. Ça dure 3 jours, 2800 personnes pendant 3 jours, merveilleusement organisé. Et oui, ils remettent ça en 2025 et le feront chaque année après. C'est-à-dire, ça se veut l'anti-Davos. Très bien. C'est franchement une très belle initiative, je trouve. Oui, une très belle initiative. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup Paul Marshall, qui est un type au poil. Plus catholique, tu meurs, quoi. Plus chrétien, tu meurs. Mais mais ça fait partie de ces élites anglo-saxonnes qui disent, bon, ça va pas, on va se retrouver les manches, et c'est nous. Je vais pas attendre que quelqu'un d'autre ait réglé le problème. C'est moi. J'ai gagné énormément d'argent, et je vais utiliser cet argent à créer le contre-Davos. Ouais. Et je trouve ça au poil. Ouais, effectivement. Moi, je trouve l'initiative vraiment très intéressante. Parce qu'il y en a des gars qui ont du pognon en France. Mais ils ont tous tellement peur de l'État. Ouais. Non, c'est sûr. Lui, il n'a pas peur. Ouais. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Une bonne nouvelle. C'est bien. Donc, ça m'a fait plaisir. Effectivement, il y avait des gens très remarquables comme Peterson, d'autres gars très intéressants. Et c'était, il y en avait quelques-uns. Il y avait quelques personnes qui, par exemple, il y avait une Africaine qui était là, qui disait pourquoi l'Afrique se développe pas. C'est parce que le système juridique africain est tellement compliqué que pour créer une entreprise, il faut 2 ans, quoi, avant d'avoir les papiers. Donc, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sénégalaise, elle a travaillé en France, elle a travaillé aux États-Unis, maintenant elle est, je sais plus, en Californie. Donc, elle a monté une espèce de procédure pour que les États africains créent des zones offshore, littéralement en Afrique, dans chacun des pays, pour que les procédures juridiques de création se fassent très vite. D'accord, ouais. C'est bien ça. C'est très bien, c'est pratique. Ouais. Oui, à la place d'attendre 2 ans pour avoir votre société au Sénégal, vous faites un truc à Saint-Louis du Sénégal, un petit machin, paf, et vous avez tous les papiers, et c'est fait, et hop, vous partez, vous faites votre truc en 3 semaines. Ça, c'est utile. Oui, c'est clair. C'est sûr. Ça, donc, si vous voulez, c'était que des idées pratiques, utiles, faites par des gens qui avaient réussi de façon prodigieuse, et qui vous expliquaient comment on allait faire de l'énergie, comment on allait... Et jamais en demandant du pognon à l'État. Oui, en fait, oui. C'était moi, toujours c'est ça que je comment je me intéressant. démerde tout seul. C'est pour ça aussi, j'aime bien parler justement de comment s'organise le marché. Par exemple, c'est sûr, sur l'énergie, en fait, si on laissait tout faire par le marché, il y aurait à peu près que du gaz et du nucléaire, en fait. Et il y aurait pas des éoliennes et des panneaux solaires partout. Qui marchent pas, et qui abîment le paysage. Et qui tue le bétail. Ça, c'est des énergies qui ont besoin de la participation de l'État, sinon ça peut pas fonctionner. Dès que ça s'arrête, dès que les subventions s'arrêtent... oui, effectivement, oui. Ça peut pas fonctionner. C'est comme on le disait autrefois dans mon enfance, quand j'étais jeune, vous savez, Peugeot faisait de l'argent avec des voitures, et Renault faisait des voitures avec de l'argent, quoi. Ça marche pas, le truc de faire des voitures avec de l'argent, quoi. Ouais, effectivement. Écoutez, je trouve en tout cas cette initiative vraiment très intéressante. Génial. Mais allez-y sur ARC. Pour ceux qui parlent l'anglais, ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est sûr, c'est clair. J'espère être là lors de la prochaine. On aurait dû vous inviter, on n'y a pas pensé, mais on savait pas que ça allait être bien. D'abord, je savais pas qu'il allait y avoir tout ce monde-là. Je le connais très bien. Puis vous savez, si vous connaissez trop bien les gens, vous finissez par dire, il est en train de faire un truc, mais enfin, ça va.
Vous croyez pas vos propres amis, après ils vous balancent des trucs, vous dites non mais il dit ça, mais dit ça, mais ça va pas être aussi non, bien. mais... Puis c'était pas ça, c'était beaucoup mieux que ce que j'espérais. Ouais, non, et c'est sûr, Emmanuel m'a envoyé des vidéos, ça avait l'air franchement vachement bien organisé en tout cas. Donc voilà, je vais conclure cette émission là-dessus. Je rappelle aussi qu'il y a votre livre qui est toujours. Il y a mon livre qui a laissé. Attendez, ça va être le dernier jour de lui pour l'acheter pas cher. Oui, mais alors le truc c'est que d'ici le moment où la vidéo sera diffusée, c'est pas le dernier jour, ça sera fini. Vous l'avez loupé. Non, vous l'avez loupé, mais vous pouvez quand même l'acheter. Au vrai prix. Vous avez loupé la ristourne de 25%, mais vous pouvez l'acheter toujours au vrai prix. On rappelle que vos droits d'auteur sont versés à l'Institut des Libertés. Complètement. Voilà, donc c'est aussi une manière de faire un geste. Voilà, vous achetez un produit, vous faites un geste aussi en même temps envers l'Institut des Libertés. Je rappelle comme chaque semaine aussi que ces vidéos, elles sont disponibles en format de podcast sur Deezer et sur Spotify. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Charles ainsi que l'Institut en dehors de YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Et sur ce, je vous remercie. On n'est toujours pas à 300 000, on va sévir. Doucement, mais on va sévir si ça continue. Et sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.